Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Data Science en entreprise. Ici, nous parlons des sujets, nous traitons des problématiques qui ont rapport avec le machine learning, le deep learning, le NLP. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le juste rapidement, likez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bienvenue. Bonjour et bienvenue sur votre section Data Science en entreprise consacrée aujourd'hui à la Customer Segmentation. D'abord, on a déjà traité du sujet. Aujourd'hui, la particularité sera une approche de combinaison des LLM et du K-means pour l'obtention de résultats beaucoup plus meilleurs. Alors, pour passer sur cette présentation, nous allons en premier lieu rappeler tout ce qui a rapport avec l'univers du Customer Segmentation et pourquoi le Machine Learning est assez l'outil intéressant, performant pour attaquer ce problème-là aujourd'hui. À la suite, la partie la plus importante, très intéressante que nous allons aborder sera celui de l'utilisation du LLM pour faire ce qu'on va appeler le Sentence Embedding. Celui-là va nous permettre de faire certaines choses. Ouais, alors, on reste cabré et pour la suite. Cette étape va nous laisser à la modélisation habituelle que nous connaissons avec le K-means. Et par rapport à la suite de cette modélisation, nous passerons à une évaluation de notre modèle et aussi à la visualisation. Notez bien que la visualisation ici se fera d'une manière assez intéressante, avec des techniques un peu avancées, utilisant le TSNI, une représentation 3D, une représentation en 2D pour voir en quelque sorte comment ça va se passer. La dernière partie, qui est la partie qui intéresse surtout les business, la partie business du projet, c'est l'interprétation. Qu'est-ce qu'on en trouve? Quelle est l'information qu'il faut déduire du travail qui est fait? Donc, alors, on revient. Qu'est-ce que la Customer Segmentation? Pour faire simple, c'est juste un regroupement des clients, un regroupement des clients de la base de données d'une entreprise suivant des caractéristiques particulières données. Comme caractéristiques, on peut prendre en considération l'âge, par exemple, des clients. Voilà. Ça peut servir d'indicateur pour faire du clustering. Alors, pourquoi on fait un travail pareil? Alors, on fait quelque chose comme ça pour améliorer une prise de décision, c'est-à-dire une prise de décision bien beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire en fonction de groupes qu'on a, en fonction des éléments, des caractéristiques de ces groupes que nous avons, on essayera de particulariser des prises de décision marketing, des prises de décision par rapport à des produits à conseiller ou à vendre à l'égard d'un groupe de personnes par rapport à un autre. Le machine learning, quelle est sa place? Oui. Les algorithmes du machine learning aujourd'hui nous aideront à analyser non seulement une vaste étendue de données par rapport à ce que nous aurons à faire, mais aussi nous aideront à faire la découverte d'informations et de tendances cachées que l'imagination humaine peut ne pas déceler instantanément. Donc voilà, on va féliciter le machine learning pour être là pour nous, pour ce travail. Nous allons nous intéresser au unsupervised learning. Le unsupervised, qui est le non supervisé. Alors, c'est vrai, lorsqu'on parle du non supervisé, il y a deux grandes classes de modélisation qui y sont associées. Donc, la première grande classe, c'est la classe de clustering, et la deuxième classe, c'est la classe de l'association. Nous, par rapport à notre sujet, nous allons nous focaliser sur le clustering, qui est ce qui va avec, qui fit très bien avec notre problème ici. Dans notre situation, nous avons utilisé précédemment le K-means, qui est un algorithme de clustering pour faire ce travail. Et donc, la particularité ici, c'est que nous allons approcher ce même problème en ajoutant le LLM dans notre problématique. Alors, c'est quoi le K-means? On était en train de en parler depuis un bon bout de temps. Le K-means, en gros, c'est un algorithme, et c'est d'ailleurs un algorithme assez populaire, qui permet de faire un regroupement des données basées sur des centres. Les centres, on les appelle des centroïdes. Et donc, c'est un concept, d'algorithme qui est basé sur l'utilisation, sur le regroupement, sur l'attribution de données à des groupes en fonction de similarités
que ces données auront avec ce que nous appelons les centroïdes. En grande partie, comment les centroïdes sont en effet obtenus? Les centroïdes sont obtenus tout simplement suivant la moyenne des éléments constitutifs du groupe que nous avons. Et si nous regardons un petit peu la figure que nous avons devant nous, si nous partons avec la première représentation, nous sommes arrivés à une deuxième où les centroïdes commencent par naître par rapport aux données. Et donc, c'est quoi la particularité ici par rapport à notre algorithme? C'est un algorithme qui ajuste de façon itérative les centroïdes pour minimiser la distance des sommes, pour minimiser la somme des distances du carré à des données vers les centroïdes. Alors, il faut prendre en considération et remarquer ici que le K-means, c'est un algorithme qui fonctionne très bien souvent lorsque les groupes sont séparés d'un côté, et de l'autre côté lorsque les éléments qu'on est en train de cluster épousent une forme un petit peu sphérique. C'est un petit peu les bémols que nous avons par rapport à cet algorithme-là. Alors, qu'en est-il du LLM? Le LLM, en effet, entendre Large Language Model, est en effet une catégorie de modèles d'apprentissage utilisés dans le traitement de langue naturelle, le NLP. Comme exemple de NLP aujourd'hui, c'est ChatGPT. Je me suis trompé. C'est pas ChatGPT, mais plutôt GPT. Donc ici, il y a GPT-3, il y a BETS qui est développé par Microsoft, il y a T5. Et en effet, comme je le disais, le GPT est utilisé en effet pour concevoir ChatGPT. Donc, ce qui a été utilisé pour la construction de cet élément, c'est un LLM, en effet. Alors, c'est quoi la particularité de ces LLM-là? Ces LLM sont des modèles qui sont pré-entraînés sur d'énormes corpus de tests. C'est des modèles qui sont entraînés sur des grandes bases de données. Et vu qu'ils sont entraînés sur de grandes bases de données, ils s'informent, ils ont connaissance de plein de choses. Et du coup, en utilisant ces LLM et en essayant de les reparamétriser, on arrive à faire plusieurs tâches comme celui de la traduction de langue, comme celui de la génération de thèses, comme la création des chatbots. Alors, il y a une petite particularité. Les LLM ne connaissent pas ou bien ne savent pas utiliser les tests. Bon, c'est particulier. On utilise les LLM pour générer des tests, mais les LLM en soi ne travaillent pas avec des tests. Alors, comment ça va se passer? On utilise en fait une stratégie. Il s'agit de la stratégie utilisant le sentence embedding. On fait de l'embedding. En effet, l'embedding consiste à transformer les tests que nous avons en des valeurs numériques. Repartons ici. Nous pouvons voir un petit peu sur cette première représentation on a How do I get a replacement Mastercard? Alors, cette phrase a été retransformée en 0, 1, 0, 3, 2 et puis 7. C'est pareil pour les autres phrases aussi. Et donc, c'est cette stratégie qui est appelée en effet l'embedding. Plus loin, les algorithmes utilisés dans cette logique-là nous permettent en effet de remarquer la similarité qui existe entre les phrases ou entre les mots. Je prends un exemple super simple. Prenons ce que nous avons sur la deuxième figure, l'élément qui est ici. On a mixed flour, sugar and butter fat at tasty cook. On prend ça. On prend le suivant de l'autre côté, combined flour. Regardons un peu, il y a mixed flour et il y a combined flour qui veulent pratiquement les mêmes choses. Il y a sugar de l'autre côté aussi, butterfat, il y en a de l'autre côté. Et ici, c'est a delicious dessert, tandis que de ce côté-ci, c'est tasty cake. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans la transformation numérique, on a 1, 3, 5.
De l'autre côté ici, 1, 1, 3, 5, et c'est seulement le 3 dernier qui a changé. Donc cela nous permet de remarquer, de calculer les similarités qui existent entre les phrases, entre les mots, en utilisant ces LLM-là. Et c'est le contraire par rapport à la phrase motorcycle have two wheels, qui est complètement différent. Donc les LLM en premier lieu nous permet, bon pas les LLM, dans notre stratégie de faire du embedding, nous allons en premier lieu faire des transformations des phrases en des nombres. Et la deuxième chose qui émane de ça, c'est de pouvoir remarquer des similarités qui existent. Alors, quelques résultats que par rapport à notre approche utilisant le LM et le K-means. C'est marqué que précédemment, en utilisant seulement le K-means, une représentation pareille ici, avec le TSNI, qui n'est pas mal, mais qui est assez confus, enfin assez touffu. On peut rien distinguer pratiquement. On les distingue, mais bon, c'est très entremêlé. Tandis qu'avec le LLM utilisé, nous avons des distinctions qui sont plus ou moins très bien, plus claires pour nous. Donc, ça sera les étapes que nous allons suivre prochainement sur ce que nous allons développer sur les points suivants. Donc, restez scotchés et vous ne serez pas déçus. Alors, pour cette session de travail, nous allons partir par une exploration, une petite exploration, une visualisation de la data. Ça sera rapide. Entamer une des étapes les plus importantes ici de ce part de projet, celui de l'embedding via notre LLM. Cela fera suite au clustering, à la modélisation du clustering de façon simpliste que nous allons effectuer avec notre K-means comme d'habitude. Une visualisation des clusters obtenus sera faite et plus principalement une interprétation des clustering sera l'objet de la 6e étape. Alors, pour amorcer ce projet, la donnée qui a été utilisée provient d'une campagne de marketing sur des institutions bancaires portugaises. Nous allons nous occuper, alors il y a plusieurs variables qui ont été prises en considération. Nous allons nous focaliser seulement sur des données bancaires liées à chaque client. Et comme données, par exemple, on aura l'âge, le job, la situation maritale, l'éducation, ainsi de suite. Allons-y. Pour le compte de nos travaux, personnellement, nous aurons à travailler avec une librairie un petit peu principale. La librairie Sentence Transformer. Donc, dans tout ce qui est là, ce sera la librairie la plus importante pour nous parce que de cette librairie, nous allons pouvoir utiliser notre LLM pour notre embedding, pour la partie de notre embedding. Alors, à quoi ressemble nos données? À quoi ressemble-t-elle? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a voilà, les caractérisations par rapport à chaque individu de notre base de données, âge, job. On peut remarquer l'âge, le job par exemple, c'est sur management, technicien, ainsi de suite, entrepreneur. Situation maritale, entre mariés, célibataire, ainsi de suite. Alors, comme je l'ai notifié un peu plus tôt, nous allons nous focaliser seulement sur les 8 premières variables. Donc pour ce faire, on va juste les considérer que voilà. Bon, nous avons ce que nous recherchons. On aura à travailler tout au long de ce projet sur ces 8 variables là, avec tout ce qu'on a ici. Essayons de jeter un coup d'œil à ce qui peut émaner de ces données rapidement. En commençant déjà par regarder la taille de chaque chose. Donc nous sommes partis sur 45 000 observations, 8 variables pour notre étude. Donc, regardons un petit peu les types que nous avons par rapport à nos variables. Type. Alors, dans nos données, nous avons 2 variables qui sont numériques et puis le reste est catégoriel. Alors, c'est des variables catégorielles que nous avons essayé de retransformer d'une manière ou d'une autre.
dépendamment de ce que vous avez reçu. Regardons les informations que peut émaner des variables balance et puis âge au vu d'une description simpliste de quelques indicateurs statistiques. Ok, donc déjà il faut le remarquer, hein, vu que les autres variables sont des variables objets, hein, voilà, il n'y a pas la possibilité de sortir avec la commande describe des informations sur ces variables. Alors il y a une autre fonction qu'on peut utiliser, scheme, si je ne me trompe, je reviendrai peut-être sur ça plus tard, et qui donne beaucoup plus d'informations sur toutes les autres variables, que ce soit numérique ou catégorielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? La moyenne d'âge, elle est de 45. En termes de possession en banque, en moyenne, on a 1300. Avec un état type assez énorme. Voilà. Ceci dénote déjà de la question de valeur aberrante qui sera peut-être, qui existera en effet dans nos données ici par exemple. L'âge maximal est de 95, tandis que la possession maximale en banque est de l'ordre de 100 000 euros. Voilà. Passons à une petite visualisation pour voir comment chaque chose se comporte. Déjà, essayons de voir en termes de distribution, qu'est-ce que nous avons par rapport à la variable âge et qu'est-ce que nous avons par rapport à la variable balance. Donc pour ce faire, nous allons nous allons utiliser la fonction KDE plot de scikit-learn, voilà. Et dans cette fonction, nous allons passer simplement la donnée que nous voulons visualiser, celui de l'âge ici dans notre cas de figure. Et plus principalement, on va afficher un petit peu de l'ombre dans notre distribution. Ok. Donc voici un petit peu la forme que prend notre distribution d'âge. Et sur ça déjà, on peut remarquer que la concentration de l'âge s'effectue entre approximativement, disons 25 et puis le pic est obtenu aux environs de 30 et quelques. Mais nous avons une bonne concentration entre pratiquement 25 et puis 60. On peut même accepter 60 et c'est pas mal à ce niveau. Donc tout ce qui reste peut être d'une certaine manière des valeurs aberrantes que nous allons remarquer au niveau de la variable âge par exemple. Faisons la même gymnastique pour la variable balance pour voir ce que nous allons obtenir. Donc balance. Alors, donc par rapport à notre variable balance, nous avons une concentration autour de 0. Et il n'y a pas réellement une information directe qu'on peut en tirer. La seule chose très importante qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas un dépassement vers 20 000 euros. Dans notre cas, dans notre cas de figure, les clients que nous avons ne dépassent pas cette somme-là chez les institutions bancaires où ils sont inscrits, enfin, ou détiennent des comptes. Cela étant, passons à un premier pré-traitement de l'information. Pour ce faire, regardons rapidement la question des valeurs manquantes. Donc, pour ce faire, voilà. Ici, on remarque joyeusement qu'il n'y en a pas de valeur manquante dans notre cas de figure. Passons alors à notre étape suivante, celle de l'embedding de la donnée. Alors, je vais expliquer un petit peu avant de passer au codage. La première chose très importante à prendre en considération est que les LLM ne prennent pas en entrée des valeurs catégorielles, des valeurs des tests. Les LLM prennent
en leur sein des valeurs numériques. Donc, comme je l'ai notifié, la première chose à effectuer, c'est de transformer ces valeurs test-là en de valeurs numériques. Et comment ça va se faire? Nous allons considérer par rapport à chaque framework, enfin par rapport à chaque ligne de notre base de données, transformer ces lignes-là en des valeurs constituant, qui vont constituer en effet une variable test. Donc nous allons prendre dans notre phrase, nous aurons âge 58, housing load, yes, job management, ainsi de suite. Donc par rapport à ce que nous avons ici, nous allons créer tout ceci en termes de test, créer tout ce qui est là aussi en termes de test et ensuite juste apposer toutes ces informations-là. C'est l'étape qui a été effectuée ici pour obtenir alors une liste qui est constituée de chaque colonne. Et chaque colonne, en fait, constitue une phrase pour nous dans notre cas de figure. Cette information sera utilisée en deuxième étape par le modèle. Et le modèle que nous allons utiliser ici est stocké sur Hugging Face. Et il s'agit d'un modèle qui est accessible simplement en utilisant le lien du dépôt, voilà, qui est ici. Donc nous allons étudier principalement le paraphrase mini LLM 6 V2. Donc c'est ça que nous allons utiliser dans notre cas. Dès que nous envoyons notre liste à notre LLM après transformation de l'information, nous allons normaliser pour pouvoir l'utiliser joyeusement avec notre K-means, notre algorithme K-means, qui est normalement qui est sensible à la question des grandeurs, des valeurs que nous allons lui accorder. Donc voilà, en termes de graphisme, à quoi ça va ressembler. Donc prendre chaque phrase, parce que tout ce qui est ici constitue maintenant une phrase de notre liste. Donc chaque phrase sera envoyée à notre modèle et suite à notre transformation avec notre LLM, qui est le mini LLM 6V2, nous aurons, après normalisation, les valeurs qui sont là. Donc, à la base, pour chaque ligne d'information, nous avons les phrases qui seront générées par rapport à chaque colonne. Et en fin de compte, nous obtenons des valeurs normalisées. Notre LLM, enfin, notre K-means a une grande particularité. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les algorithmes majoritairement. Plus l'algorithme a des informations, plus l'algorithme se comportera bien, pourra faire de bonnes prédictions. Nous avons décidé de retourner 884 sorties par rapport à nos vecteurs. Donc, par rapport à chaque phrase que nous avons ici, nous générons en effet 384 valeurs pour le vecteur constituant cette phrase-là. On génère autant de valeurs pour en réalité prendre en considération toutes les petites particularités de la phrase. À présent, passons au codage. Il y a une première fonction qu'on a écrite rapidement pour essayer de transformer, comme on l'a dit un peu plus tôt, les valeurs de chaque ligne de notre data frame en string, en phrase, en string. Donc pour ce faire, on peut remarquer ici, il y a chaque colonne qui est considérée âge, job, ainsi de suite. Du coup, lorsque nous envoyons X qui va constituer notre data, lorsque nous allons envoyer data ici, donc par rapport à celui-là, nous aurons data, la colonne qui a rapport avec l'âge, la colonne qui a rapport avec le job, ainsi de suite. Tout cela va être compacté ensemble pour constituer une ligne de mots, voilà, on peut dire en ce thème-là, qui va constituer notre phrase. Instancions à présent notre modèle. Donc ici, nous avons instancié notre modèle avec Synthesis Transformer et ensuite passer à l'encodage de nos données en prenant soin de notifier qu'il faut bien normaliser l'information qui sera retournée. Et nous reprenons toute la donnée créée sous forme de data frame.
Donc après 15 minutes d'attente, voilà, notre transformation a été opérée. Essayons de voir un petit peu à quoi ça ressemble normalement. Tac. Parfait. Donc, nous remarquons un petit peu les données que nous avons, qui sont effectivement des données uniquement numériques et surtout normalisées. C'est combien d'éléments que nous avons finalement. Alors, comme notifié, le nombre de lignes, ça n'a pas changé, voilà. Il n'y a pas de problème sur ça. Et le nombre de colonnes, ça a drastiquement changé. Ça a constitué les particularités que nous recherchons. C'est que chaque ligne, enfin chaque colonne que nous avons maintenant constitue une caractéristique précise qui a été prise en considération dans le cadre de notre transformation. Alors, nous allons juste enregistrer notre table pour le réutiliser pour la suite de notre modélisation. Alors, nous avons passé une grande étape de notre modélisation, celle de la transformation de la donnée, de l'embedding de la donnée via notre LLM. Donc, nous allons passer, comme ça a été mentionné un peu plus tôt, à la phase de modélisation avec notre K-Means. Mais avant, on a pu remarquer que nous avons des valeurs aberrantes qui existaient dans la donnée que nous possédons. Pour ce faire, nous allons utiliser une méthode un peu spéciale. Voilà, c'est la méthode de code qui provient en effet de la librairie PyOD. En effet, comment cela se passe? La méthode essaye de retrouver une distribution de la donnée et ainsi de retourner les valeurs, les données qui ont des densités très faibles par rapport à cette distribution obtenue. Donc ces données-là avec faible densité seront constitutives des éléments de valeurs aberrantes. Donc comment ça va se passer? Nous avons simplement importé la méthode encode, faire une instantiation de cette méthode-là et appliquer cette méthode cette fois-ci à la donnée transformée, data embedding. En retour, on fait des prédictions et ces prédictions sont constituées de 0 et de 1. 0 pour dire que la donnée épouse la distribution et de la distribution, et 1 pour dire que la donnée n'émane pas de la distribution, c'est-à-dire c'est une valeur aberrante. Donc cela nous permet de reconstituer notre base avec DF Embedding Good, qui sera en fait la donnée sur laquelle nous allons travailler, et précisément DF Embedding All, qui est en effet toute la donnée qui a été obtenue. Donc si on passe là-dessus, on peut remarquer un peu par rapport au nombre d'éléments que nous avons. Donc à la base, nous avons 45 211 données et approximativement 5000 ont été enlevées pour obtenir la donnée qui va être utilisée pour notre modélisation, la bonne donnée, parce que les autres sont constitués des valeurs aberrantes. Donc on a en majorité 5000 pratiquement de valeurs aberrantes dans nos données ici. Passons alors à notre modélisation K-Means, et pour ce faire, recherchons rapidement le nombre total, le nombre optimal de clusters que nous devons avoir. Alors, nous avons notre représentation suivant les valeurs optimales à choisir. Nous, on va simplement se focaliser sur 5. Et donc, on va prendre 5 clusters pour notre transformation, enfin pour notre modélisation. Donc, si on passe les 5 clusters à notre algorithme, donc suite à l'instanciation, après prédiction et évaluation, on se rend compte que nous sommes cette fois-ci à 0.25 par rapport, si on utilise le silhouette pour mesurer de notre cluster, on se rend à l'évidence qu'on a plutôt quelque chose de plutôt pas mal. Il faut rappeler que les performances sont les meilleures lorsque nous tendons vers 1 par rapport au silhouette score. Lorsque nous allons vers moins 1, c'est là qu'on a les pires résultats.
Alors, nous allons regarder pour la visualisation avec le PCA, une représentation 3D et puis une représentation 2D, tu vois. Et voilà, je lance les deux en même temps. Donc, nous obtenons nos représentations. Oh là, que c'est joli. Déjà, la représentation 2D, 3D. Lorsqu'on prend cette représentation-là, on remarque tout de même un bon clustering. On a eu un bon résultat. On peut regarder qu'il y a une bonne distinction entre les données, sauf par rapport au cluster 1 et puis le 4 à ce niveau. Le 4 et puis le 0 ici. C'est seulement là-bas qu'il y a un peu de bémol. Sinon, on a une représentation plutôt magnifique. Oui, je trouve. Alors, regardons un petit peu parce que nous avons utilisé le PCA. Donc, on peut essayer d'évaluer la quantité d'informations qui est bien représentée. Et qu'est-ce qu'on remarque? Sur la première composante, on a 18% de l'information qui est représentée, 13% pour le suivant et puis 11% pour le troisième. Donc, ce qui nous donne un pourcentage de 42% d'informations représentées. Bon, effectivement, nous avons en visuel une très bonne représentation tout de même, mais avec 42%, il y a pratiquement 60% de l'information qui n'est pas prise en considération ici. La représentation 2D qui est en effet la représentation de 31% seulement de l'information. Donc, on est sûr qu'on n'aura pas quelque chose de super particulier là-bas. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est pratiquement la même chose dans ce qui est dépeint au niveau de la représentation 3D qui est ici aussi. Le chevauchement qui existe entre le 1, le 4 et puis le 0 et puis le 4, c'est ça qui est toujours le problème ici. Voilà. Et voilà, nous sommes à une représentation de l'information à 31%, donc ça se comprend, qui est ce nouveau chevauchement au niveau du vert, du cluster 3 et puis du cluster 4 par exemple ici. Voilà. Donc passons à une nouvelle représentation, utilisant le TSNI. Il faut déjà commencer par rappeler que c'est un algorithme qui prend beaucoup, qui prend beaucoup en termes d'énergie, en termes computationnels, il dépense beaucoup. Et donc, pour ce fait, nous allons juste prendre une partie de notre donnée, c'est-à-dire on prend par exemple la moitié, et c'est ce que nous allons faire en faisant juste un sample de la moitié des données. Et c'est sur ce sample-là, enfin, l'échantillon là qu'on aura prise, que nous allons faire le tracé de notre TSNI. Alors, une représentation TSNI étant super gourmand computationnellement parlant, nous n'allons pas aller sur une représentation 3D. On va simplement se focaliser sur une représentation 2D. Mais avant, on va juste prendre une partie de la donnée que nous allons utiliser. Et donc, nous échantillonnerons, alors on échantillonne 0,5% de la donnée initiale pour faire notre représentation là-dessus. Donc, si on s'y met, bon, ça n'a pas été facile, hein. Après 38 minutes d'attente, bon, il faut s'armer de patience, hein, sinon on ne peut pas y arriver. Pour toute cette transformation, on obtient finalement notre représentation 2D de notre TSNI, et j'avoue qu'on a une représentation impeccable. Voilà. Il y a pratiquement une séparation de tous les clusters, pratiquement. Bon, n'oublions pas aussi que nous sommes en 2D ici. Et voilà, une des parties les plus importantes, c'est celle de l'interprétation de nos clusters. Voilà. Donc, en premier lieu, déjà, nous commençons B. Et la donnée, n'oublions pas que autrefois, nous avons la donnée, mais il faut retirer les valeurs aberrantes de la donnée originale, parce qu'on a fait le retrait des valeurs aberrantes de la donnée transformée. Maintenant, on le fait par rapport à la donnée originale. Et qu'est-ce que nous avons Donc, ça sera notre donnée, enfin, la donnée que nous allons utiliser pour terminer nos travaux. Alors, pour l'interprétation, nous allons faire appel à la classification. Oh là! Comment ça se fait
qu'une classification s'invite dans le clustering. Oui, nous allons faire un petit mélange. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons faire une classification en considérant les clusters prédits précédemment comme étant les classes et les variables âge jusqu'à l'homme pour être les variables explicatives. Donc, en faisant cette classification, nous allons essayer d'afficher au moyen de SHAP, de la librairie SHAP, l'importance des variables. Et en affichant l'importance des variables, on mesurera de ce même fait la force de chaque variable dans la construction des clusters que nous avons. Allons-y. Pour faire cette classification, nous allons utiliser le LGBM Classifier. C'est un très bon classifier qui est basé sur du gradient boosting. Allons-y. Alors, on fait nos prédictions pour voir un petit peu. Voilà, bon, on a une très bonne classification. Donc, on n'a que des 1 partout. Le score de classification est 1 par rapport à l'accuracy. C'est pareil pour nos recall, nos F1 score, nos précisions. Donc, les classifications ont été très bien opérées sur les 5 clusters que nous avons. Le 0, le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est nickel. Maintenant, quelle est l'étape suivante? C'est l'interprétation de l'importance de ce résultat. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la librairie SHAP, comme je l'ai dit, et obtenir les interprétations fournies par ce dernier. Donc, nos représentations sont obtenues. Voilà. Remercions en gros SHAP. Voilà. On remarque déjà que dans notre classification, la variable default n'a pas eu d'impact. Voilà. Il n'a pas eu d'impact. Donc, on pourrait reprendre nos travaux en supprimant par exemple cette variable-là. Alors, ce n'est pas le but de notre travail. Alors, regardons un petit peu que dans la composition, enfin, par rapport à la variable job, il y a plusieurs classes qui le prennent en considération. La classe 0 par exemple, la classe 2, il est très bien représenté, la classe 1, il y est chaque fois. Par contre, enfin, il est aussi présent au niveau de la classe 0, mais par rapport aux autres, il est moins présent. Donc, job peut nous aider à faire une distinction des classes déjà. Pour aller beaucoup plus loin et mieux regarder, avoir un résultat beaucoup plus précis, essayons d'afficher les résultats beaucoup plus parlants. Et donc, par rapport au job, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un regroupement de tous les éléments par rapport à leur job, par rapport aux modalités de job, et prendre en considération l'élément qui a la plus grande valeur. Voilà. Par rapport à la sortie, si c'est une variable catégorielle, et par rapport à aux variables numériques, par exemple l'âge ici, ou bien balance, on va prendre la moyenne pour faire notre regroupement. Donc en faisant cela, super, on a notre tableau récapitulatif qui nous dit tout. Donc qu'est-ce qu'on peut lire ici par exemple? Une première chose, c'est que dans le cluster 0, en termes de job, ce qui prend l'ascendance, c'est le management qui prend l'ascendance. Et les gens qui sont mariés, qui sont du secteur, qui ont fait de l'éducation au niveau du secteur tertiaire et qui sont des managements, voilà. Et c'est des gens qui sont âgés, en termes de moyenne, autour de 45 ans, voilà, 45 ans. Les variables loan et les variables default n'ont pas servi à faire cette classification. Donc, si la première chose à prendre comme conclusion ici est, lorsque nous voulons considérer nos clusters, lorsqu'on a un nouveau client qui vient, lorsqu'on va vouloir
le catégoriser dans tel ou tel autre cluster. On ne va pas se soucier du loan, de la variable loan, et puis de la variable default. Alors, notre cluster il est regroupé de qui et qui. Il est regroupé des gens qui ont arrêté les éducations au secondaire, qui sont mariés, bien sûr, et qui sont beaucoup plus des techniciens. Voilà. Des gens qui sont âgés moyennement 30, 39 ans, 40 ans, bon voilà, c'est pas la même chose. Donc on voit très parfaitement la composition des clusters maintenant. Si je prends par exemple le cluster 4, enfin le 5e cluster, hein, donc voilà, c'est vrai c'est 4, mais c'est le 5e, il est constitué des gens de l'administration mariés qui se sont arrêtés à l'école secondaire, qui possèdent 2 maisons. Donc, de cette manière, on a une explication de nos clusters. Cela met fin à nos travaux d'aujourd'hui. En effet, le travail qui a été effectué de long en large est, en premier lieu, une segmentation des clients au moyen du LLM et du K-means. Comment ça s'est procédé? Avec notre LLM, on a pris la donnée originale qu'on a transformée, au moyen de notre LLM, et l'information transformée a été utilisée pour faire notre clustering. Donc, dès que le clustering est effectué, pour mieux comprendre ce qui constitue chaque cluster, on a fait alors une classification et utilisé joyeusement la librairie SHAP pour regarder l'importance de ces variables-là. Ça sera tout pour cette séance de travail. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu. Rejoignez-nous pour d'autres questions.